Le libre-échange est un sujet récurrent qui aujourd'hui a une signification particulière dans le monde et son organisation. En France et en Europe, on entend parler beaucoup du libre-échange à travers la question du traité transatlantique, qui est un traité donc de libre-échange que essaie de négocier les 28 de l'Union européenne et monsieur Barack Obama, le gouvernement américain, non sans mal, on va y revenir, mais qui vise en quelque sorte à créer une grande zone de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis, avec à la fois des abaissements de droits douaniers, mais ça à la limite c'est pas le plus important parce que c'était déjà largement fait dans le cas de l'Europe et des États-Unis, sauf sur le secteur de l'agriculture et du textile où il y a encore des droits de douane assez importants, mais surtout c'est un traité qui vise à harmoniser ce qu'on appelle les normes non tarifaires, c'est-à-dire les normes sanitaires, phytosanitaires, les conditions d'accès au marché public, les politiques de droit de la concurrence, bref, tout ce qui organise l'expansion sans fin du commerce et des échanges entre les deux zones en question. Bien, ce traité est très compliqué, a beaucoup de mal à voir le jour, c'est une bonne nouvelle, car c'est un traité qui porte en lui, encore une fois, eh bien, énormément d'aspects négatifs pour nos sociétés, qui va permettre à la fois un abaissement de la qualité des normes sur tout ce qu'on consomme. Par exemple, il y a cette histoire bien connue maintenant du poulet au chlore, hein, où eh bien, les États-Unis demandent aux Européens d'abaisser la garde sur les niveaux d'exigence de normes sur la viande, sur le poulet, pour s'adosser au leur, au nom, en quelque sorte, de l'harmonisation des conditions du commerce entre les deux pays, et tout ça finissant dans notre assiette avec des niveaux de sécurité sanitaire qui s'abaissent encore et qui sont générateurs, comme on le sait, de multiples maladies, cancers, etc., etc. Le poulet au chlore, mais on pourrait parler eh bien, de tout ce qui touche à la chimie, tout ce qui touche aux pesticides, etc., etc., etc. Bien, ça c'est un premier paquet. L'autre paquet, évidemment, c'est que tout ça permet en permanence de multiplier les effets de délocalisation, de réorganisation des entreprises, qui rééloignent encore plus les salariés de la capacité qu'ils ont d'intervention sur ceux qui les dirigent, puisque désormais les entreprises peuvent avoir leur cerveau à la Silicon Valley, leurs jambes dans un pays comme la Tchécoslovaquie pour assembler des pièces, et dans un autre pays pour assembler le paquet qui va contenir l'objet qui est produit. On appelle ça une chaîne de valeur, hein, dans le capitalisme, et aujourd'hui le produit phare de tout cela, c'est par exemple l'iPhone, dont on sait qu'il est construit dans à peu près une trentaine de pays, et qui permet à la marque à la pomme de générer des marges d'à peu près 70%, un peu moins de 70% sur chaque produit, et qui fait que nous l'achetons nous avec un prix à la fin qui est 3 fois supérieur en réalité à son coût de revient. Donc vous voyez, tout ça c'est le système du libre-échange, et ce traité essaie de voir le jour. Fort heureusement, c'est compliqué. D'abord, l'Europe a du mal parce que sous la pression citoyenne des organisations et du collectif anti-traité transatlantique qui rassemble syndicats, ONG, associations, mouvements sociaux contre ce traité, en particulier ont réussi à mettre en lumière quelque chose d'absolument scandaleux qu'on appelle les traités d'arbitrage, les tribunaux d'arbitrage, qui sont en fait des tribunaux privés qui statuent en fonction de la primauté du droit des investissements sur le droit, tout autre type de droit politique, droit social. Non, le tribunal va statuer en conformité avec ce que dit le droit de l'investissement, donc c'est pour les multinationales. Et ça c'est la première chose. La seconde chose, c'est que les juges sont en fait souvent des avocats d'affaires, ils sont désignés par les parties. Ces avocats d'affaires qui passent le reste de leur journée en fait à créer du droit et des textes législatifs au niveau international pour faciliter les intérêts, les investissements des dites multinationales, donc ils sont jugés partis. Et enfin, eh bien, les États devront, comme c'est déjà le cas souvent dans ces tribunaux, devoir payer des amendes considérables à des multinationales qui considéreront que eh bien, les intérêts de leurs investissements sont mis en danger par telle ou telle législation qui serait néfaste eh bien, l'accumulation de ces multinationales. Donc on voit bien que cette logique-là est tout à fait terrible et qu'elle s'articule avec d'autres, et les gens et les populations, les opinions publiques commencent à se mobiliser. Donc en Europe, il y a une réticence aujourd'hui à assumer eh bien, ces tribunaux lorsqu'on sait tous les dégâts produits par le libre-échange. Et
aux États-Unis, M. Obama a un grand problème, c'est que son propre camp ne veut pas lui donner ce qu'on appelle le Fast Track Authority, qui est en fait une procédure qui permet au président de négocier seul avec ses équipes en toute opacité le fameux texte pour à la fin le soumettre à la ratification du Congrès américain, qui pourra dire oui ou non au texte final, mais qui ne pourra pas amender et encore moins participer aux négociations. Donc le Congrès aujourd'hui, qui lui aussi est mis sous une forte pression de la part des mêmes organisations syndicales, ONG, associations, sociétés civiles, contre ce projet et contre les tribunaux d'arbitrage en particulier, même le parti démocrate de M. Obama a décidé de lâcher Obama parce qu'il considère que c'est invendable auprès de l'opinion publique que de donner ce fast track pour négocier un tel traité. M. Obama a un double problème parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce traité transatlantique s'insère en réalité dans une nouvelle carte mondiale du libre-échange où les États-Unis essaient d'utiliser le développement de ces traités de libre-échange qu'on appelle méga-régionaux parce qu'ils touchent à des négociations entre des grands pôles régionaux, l'Europe, les États-Unis. Et les États-Unis aujourd'hui négocient un autre qui s'appelle le partenariat transpacifique, qui est la même chose que ce qu'ils essaient de faire avec les Européens, mais avec 11 pays de la grande Asie-Pacifique, qui sont 11 pays que les États-Unis essayent d'emmener dans la construction d'une zone économique qui viserait en quelque sorte, en réalité, à endiguer la montée en puissance de la Chine dans le commerce mondial et secondairement de la Russie. Et on voit qu'avec le libre-échange, les États-Unis essaient aujourd'hui de construire des nouvelles zones géopolitiques qui vont favoriser leurs investissements, leur commerce, des accords de partenariat privilégiés avec une série de pays pour enserrer en quelque sorte eh bien, la Chine et la Russie. Et aujourd'hui, c'est une réponse que donnent Obama et les États-Unis au déclin relatif que connaissent les États-Unis depuis le milieu des années 2000, depuis leur embourbement historique en Irak et en Afghanistan. Et ils essayent par ce biais d'essayer de récupérer une partie de leur hégémonie perdue. Donc, ce qui est en jeu à travers le libre-échange aujourd'hui, c'est à la fois une organisation du commerce mondial, à la fois l'approfondissement d'une crise économique qui, parce qu'elle organise en permanence la libéralisation et l'affranchissement des multinationales de toute forme de contrainte des États. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le 2/3 du commerce mondial est assuré à peu près par les 80 000 multinationales qui font le commerce mondial et que les 2/3 de ce commerce international n'est que le commerce qui concerne, disons, les échanges entre ces multinationales, échange de pièces, échange de main-d'œuvre, échange de brevets, échange de services, etc., etc. Et tout ça est en train d'organiser en réalité une déconnexion définitive et structurelle entre les agents économiques au niveau international et les populations, et les sociétés, et les États, les multinationales espérant pouvoir se libérer complètement de toute forme de contraintes sociales, environnementales, etc., pour pouvoir jouir pleinement eh bien, de leurs investissements et de la sécurisation de leurs intérêts et de leur logique d'accumulation au niveau international. Donc il faut casser ces accords de libre-échange au profit eh bien, d'accords de coopération, d'une autre vision de l'échange qui ne peut pas être réduit à un libre-échange permanent sans contrainte et sans entrave, qui est destructeur au niveau social. Mais que dire du niveau environnemental lorsque, pour construire eh bien, une caméra vidéo ou une montre, eh bien, on peut compter sur un transport qui ne coûte plus rien. Aujourd'hui, le coût d'un transport d'un container de la Chine à l'Europe coûte 1 000 $. Et rapporté à ce qu'il y a dans ce container, ça fait que sur une chemise ou sur une chaussure, le coût du transport revient à peine à quelques centimes lorsqu'il est vendu avec des marges qui démultiplient les profits des entreprises. On arrive à un système fou où la prolifération du transport détruit littéralement l'environnement et rien ne justifie qu'un pays qui produit des pommes eh bien, importe la même pomme produite dans un autre pays. Tout ça parce qu'avec les coûts de transport et les coûts de main-d'œuvre, ça revient moins cher de l'importer du pays B vers le pays A quand le pays A produit la même pomme. C'est tout le contraire qu'il faut inventer si on veut sortir des périls sociaux que ça produit, du chômage et aussi des périls environnementaux que ça produit. Eh bien, il faut au contraire repenser la relocalisation de l'économie, repenser les circuits courts
pour de la production et des échanges, il faut construire un échange qui soit juste du point de vue social et du point de vue environnemental entre les pays et les pays du Nord et les pays du Sud, et non pas organiser un échange qui organise et stimule en permanence la concurrence entre des territoires qui peuvent toujours offrir aux multinationales le moins-disant social, le moins-disant fiscal, le moins-disant environnemental pour permettre la production d'un système qui à la fin va aboutir à des crises et à des frustrations telles qu'on ne peut plus éviter aujourd'hui la question sous des formes nouvelles de retour, de conflits, de guerres qui ont déjà commencé avec tout ce qu'on voit au niveau planétaire. Donc ces accords de libre-échange sont un sujet tout à fait central pour ceux qui se battent pour la construction d'un monde plus juste, plus égal et plus démocratique.